Juste un mot d'accueil, c'est ça. Bonjour, je suis Pascal Chariot d'Enerdata et je suis ravi de vous accueillir à la fois les panélistes et les participants à ce webinaire sur la sobriété qu'on a intitulé Sobriété, levier de résilience pour les entreprises. Et l'objet est de partager le retour d'un travail qu'on a fait tout au long de l'année 2025 et en début d'année 2026 dans ce qu'on a appelé le cercle sobriété. Euh, et les intervenants, voilà, outre Elena qui va animer, qui est à côté de moi, qui a pas mis sa photo, qui va animer ce webinaire, sont là. Donc merci à eux. Il y a Karine, Catherine, Marcos de trois des entreprises qui ont participé au cercle, et puis Simon, Marie et moi-même côté Nerdata. Voilà, je précise que les personnes qui vont intervenir côté entreprise parlent en tant que contributeurs au cercle, en tant que personnes avec une expérience euh, longue, ou assez longue en tout cas, et enthousiaste à tout un tas de sujets touchant à la sustainabilité, la soutenabilité, mais pas en tant que parole d'une entreprise particulière. Hein. C'est bien parmi les règles du jeu qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà, donc merci à chacun, chacune, et on commence. C'est ça. Et on va commencer avec un brise-glace, un icebreaker. Donc, on vous propose de vous connecter à menti.com et de saisir le code que vous voyez ici à votre écran, 45 20 80 33. Ou alors, vous pouvez simplement utiliser votre téléphone pour scanner ce QR code et entrer dans la session de questions. Et moi, je vous propose donc de partager cette session en live pour voir les résultats qui vont s'afficher. Ah, on n'a pas plus. Ah oui, du coup, on voit plus le QR code. Exactement. Ah oui. Eh bien, je vais remettre le QR code, on va attendre une minute pour que vous l'ayez bien, effectivement. Voilà. Et ça va nous permettre de prendre un peu le pouls sur voilà, votre positionnement et la place que la sobriété peut occuper aujourd'hui dans votre organisation. Euh, Donc je laisse une minute encore le QR code et sinon donc en vous connectant sur menti.com et en tapant le code, vous aurez accès aux questions. Et je vais lancer la session de questions à distance. Alors, Il arrive. Oui. vous avez les questions qui s'affichent normalement. Eh bien, parfait. Je vois qu'il y a déjà des réponses qui sont en train d'arriver. Donc, je vais vous partager en live les questions et vous aurez les résultats. Hop, vous avez donc accès à une question. Si vous deviez choisir dans votre organisation la sobriété, aujourd'hui, c'est plutôt alors une priorité qui accélère pour la majorité des participants. Ensuite, un petit pas discret et un sujet encore flou pour 9 d'entre vous. Euh, je vous propose de passer à la deuxième question. Lequel de ces sujets vous parle le plus en ce moment par rapport à la sobriété dans votre organisation? Est-ce que c'est la réduction des consommations, les nouveaux modèles d'affaires,
la sensibilisation de vos équipes, de vos clients, ou est-ce que vous découvrez encore le sujet? On arrive quasiment à 30 réponses et avec en première place le sujet qui vous préoccupe le plus, la réduction des consommations. Donc on n'a pas précisé, hein, mais ça pourrait être énergie, matériaux, eau. Ensuite, la sensibilisation des équipes clients et les nouveaux modèles d'affaires. Je vous propose de passer à la troisième question. Dans 3 ans, la sobriété dans votre organisation, ce sera. Et alors là, vous pouvez donc écrire un ou deux mots pour répondre à cette question. Notre robustesse pour certains d'entre vous. Compliqué avec l'IA, un complément, un buzzword passé, le fil conducteur, la modération, l'évidence, la souplesse, du quotidien, mon moteur, active cœur, activité cœur, le Graal, un enjeu à maîtriser, un nouvel objectif, une nouvelle culture, un sujet vraiment abordé, l'anti-hubris, joyeux. Merci, bon, c'est plutôt des éléments positifs qui apparaissent dans la majorité, mais quand même avec quelques qui sont quand même contrebalancés par quelques mots qu'on voit ici sur le nuage de mots. Eh ben, on vous propose de passer à la suite de ce webinaire. On va quitter cette session Menti et revenir aux slides et je vais pouvoir passer la parole à Pascal. Alors, je suis en train de repartager les slides que vous devriez voir d'ici une seconde ou deux. Voilà. Oui, voilà. Oui, en lieu d'introduction avec Karine qui va m'aider, puisque après on va donc vous présenter les enseignements clés du cercle sobriété. Euh, en deux mots, là, pour revenir donc, dans les travaux qu'a animé EPE au fil de ces derniers, Entreprise pour l'environnement, hein, et Ken est là notamment, et pas mal d'entreprises membres. Donc si on regarde comment ça a évolué ces dernières années, il y a eu plusieurs études et travaux structurants. Il y a eu la fameuse étude Zen 2050 en 2019, dans laquelle nous, Nerdata, on avait contribué fortement, qui était très intéressante, qui montrait comment on pouvait, en France, sans outsourcer toute la production industrielle et autres, mais arriver, viser zéro émission nette en 2050. Voilà, en travaillant sur la décarbonation, sur l'efficacité. La sobriété était évoquée, mais à l'époque, c'était en gros quand on n'avait pas d'autre solution, pour simplifier. Voilà. Il y a eu une deuxième étape marquante quelques années après, quand EPE, de nouveau, a lancé une étude qui s'est appelée à la fin été 2030, disant ben, la trajectoire 2050, on sait qu'elle existe et qu'elle est atteignable, sauf qu'on on n'est pas dessus et qu'on n'avance pas vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire plus rapidement pour maintenant pour vraiment changer les tendances. Et donc on a mené cette étude de nouveau Nerdata avec des partenaires et identifié beaucoup travaillé autour des scénarios des travaux de l'ADEME
des scénarios qui avaient été faits à l'époque Transition 2050. Et là, on a élargi le scope, quand c'était plus zéro émission nette de CO2, c'était vraiment autour du donut et de ce baigner. Donc, comment respecter l'ensemble des limites planétaires d'un côté et assurer à chacun, chacune le minimum de qualité de vie, de développement, d'accès aux besoins de base de vie. Et là, on est rentré vraiment dans les questions de ressources, de limites sont apparues très fortement. Et on a fréquemment évoqué cette notion de sobriété. Alors, donc l'étude s'est terminée fin 2023. Il y a une plaquette, vous aurez les liens là dans le doc. Et ensuite, il y a eu EPE à travailler avec sa commission climat. Il y a une publication qui est disponible dans laquelle les entreprises un certain nombre d'entreprises témoignaient d'actions de sobriété, en disant, bah oui, il y a des choses qui marchent, qui se font déjà, qu'on les appelle d'ailleurs sobriété ou pas, le terme c'est une chose, mais c'est l'action qui compte. Et en parallèle, on a lancé cette initiative de cercle sobriété, donc avec un certain nombre d'entreprises volontaires pour avancer plus vite. Mais c'est là que je voulais donner la parole à Karine pour dire, donc avec, donc, Chief Impact Officer chez EDF, mais qui a une expérience on a des sujets globalement de développement durable et de leur place dans les stratégies d'entreprise. Donc, Karine, comment toi, tu peux évoquer à ta manière ce chemin-là depuis quelques années et la manière dont les questions touchant à la sobriété, aux ressources sont apparues, et peut-être d'ailleurs, puisque c'est un sujet qui a connu des hauts et des bas, et encore maintenant, et ce qui Mm. nous a amené à lancer ce cercle et auquel d'ailleurs tu as participé activement. Merci beaucoup, Pascal et Léna. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Génial. OK. Alors d'abord déjà dire que on a été en fait interpellé très en amont, bizarrement, ou tant mieux d'ailleurs, de la crise qui a quand même amené ce mot de la sobriété, donc la fameuse crise de 2022 avec la guerre en Ukraine, et puis vous vous souvenez peut-être aussi des problèmes dans nos centrales hein, de corrosion qui ont fait qu'une tribune est sortie des trois grands énergéticiens, donc Total, Engie, EDF, pour dire il faut faire la sobriété. Donc ça avait créé quand même un choc dans l'écosystème, mais en fait, nous, on avait été interpellés par nos parties prenantes bien en amont de ça. Ils nous avaient challengé sur le fait que la sobriété n'apparaissait pas du tout dans notre raison d'être ou dans notre site internet. Et c'est vrai que c'était un peu d'une certaine manière un impensé, alors même que nos scénarios, hein, puisqu'on a la chance d'avoir une entreprise avec beaucoup de chercheurs. D'ailleurs, il y en a quelques-uns sur le call hein, qui travaillent depuis longtemps sur la sobriété par ailleurs, et puis qui font des scénarios pour nous projeter, puisqu'on a des actifs qui ont une durée de vie très longue. Hein. Nos actifs, par exemple, hydrauliques, ils ont 79 ans aujourd'hui, donc on se projette souvent sur des horizons qui nous amènent forcément sur les limites planétaires et en tout cas l'impact du changement climatique. Et en fait, dans tous nos scénarios, on avait de la sobriété en fait, mais on voyait que ce mot, il frottait. D'ailleurs, on voit bien à quel point il frotte encore aujourd'hui. Hein. Il est vu comme quelque chose finalement qui est un jugement vis-à-vis des comportements des gens. Et donc, qui sommes-nous pour juger de comment les gens utilisent ou pas leur électricité, leur voiture, etc. Et donc, le rôle politique finalement de l'entreprise, je pense, c'est un sujet qui est pas simple et sur lequel voilà il y a peut-être eu une certaine pudeur et moi je crois aujourd'hui beaucoup dans ce moment de la sobriété quel que soit le mot qu'on met derrière pour deux raisons. La première c'est que je crois qu'on le vit tous en ce moment ce que nous disent les scientifiques depuis très longtemps c'est que on quitte le monde de la moyenne vers les écarts types en fait. Et donc, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va dans l'incertitude, en fait, l'amplification de l'incertitude et des fluctuations. Et d'une certaine manière, le long terme arrive dès aujourd'hui. Donc, on voit bien les plus 15 degrés versus les normales saisonnières. Et donc, de fait, on ne va pas construire les mêmes solutions dans un monde moyen ou dans un monde avec des écarts types. Et donc, ça veut dire aussi que la sobriété et le fait d'envisager à quel point nos vulnérabilités, nos dépendances nous mettent en fragilité, vont d'une certaine manière valoriser la sobriété comme quelque chose de collectif
de pérennité de l'entreprise finalement, et c'est pas un sujet de donneur de leçons vis-à-vis des comportements, c'est juste une question de business et de pérennité du business. Et le deuxième point, mais qui est lié à ça, c'est que pour le rôle politique, c'est que l'entreprise, on le voit de plus en plus, ça a été d'ailleurs évoqué dans des tables rondes aux rencontres économiques d'Aix, c'est un peu le dernier lien social peut-être qui existe, ou en tout cas un lieu de socialisation ouvert. Et donc, c'est aussi un levier de transformation. Et donc, c'est important qu'on joue notre rôle dans l'entreprise pour trouver ces solutions, pour utiliser, encore une fois, les bons mots, parce que je pense que pendant longtemps, et c'est ce que dit le Conseil pour le climat, on a mis l'efficacité énergétique, on l'a confondu de façon plus ou moins volontaire avec la sobriété. Et donc, en fait, toutes les baisses des émissions qu'on a faites depuis les accords de Paris, c'est principalement ça, en fait. C'est les leviers technologiques, donc c'est l'efficacité énergétique, c'est la substitution des combustibles, mais on a très peu utilisé la réduction de la demande et donc la sobriété. Et donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, c'est un levier qui est largement sous-exploité. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui nous rend joyeux, en fait. C'est qu'on a encore ce levier-là très important pour nous amener à rester dans les limites planétaires. Merci, Karine. Voilà, donc on va vite passer maintenant au partage des enseignements clés. On a mis là les noms des entreprises qui ont participé. L'état d'esprit du cercle sobriété était vraiment de partager les expériences, ce qui marchait, ce qui marchait pas, les obstacles, voilà, et de travailler. Donc, on va partager ses fruits. C'est pas, on n'a pas abouti, on a expérimenté, développé. On mettra après, on vous enverra les liens avec tous les livrables là, qu'on va évoquer en fin de session. Et donc, il y a plusieurs des entreprises qui ont participé là qui vont prendre la parole, voilà, pour partager cette expérience et ce qui en est sorti. C'est ça, et donc on vous propose de vous présenter dans un premier temps les enseignements clés de ce groupe de travail, donc, du cercle sobriété. On essaiera dans un premier temps, donc avec Marcos, de bien définir ce que c'est la sobriété, ce qu'elle n'est pas, en quoi elle se différencie de l'efficacité, quelles sont les motivations pour une entreprise ou pour une organisation à essayer d'intégrer des mesures ou des initiatives de sobriété, quelle méthodologie également appliquer. Dans un second temps, on essaiera de vous montrer quelques outils clés que nous avons développés dans ce cercle sobriété, sur comment développer la sobriété en interne, mais aussi aller au-delà et réinventer les modèles d'affaires, les business models, via plusieurs voies possibles. Euh, et enfin, on verra que cela nécessite d'impliquer les parties prenantes et sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, au-delà d'uniquement les simples équipes des entreprises. Et puis, on vous partagera quelques démarches sobres qui existent déjà, qui permettent de garder un cap et une motivation sur les finalités. Et puis, on poursuivra euh, avec justement, on vous partagera les liens vers les livrables méthodologiques qui ont été créés dans le cadre de ce cercle sobriété. Et puis, Simon vous dira un mot sur la saison 2 du cercle sobriété que nous envisageons. Et puis, on vous proposera justement des temps d'échange euh, au sujet de la saison 2 et des prochaines réunions à venir. Et on terminera donc par un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions dans le chat de ce Zoom. Donc, je donne la parole à Marcos. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous allez voir que dans les slides qu'on va vous présenter maintenant, on essaye de garder toujours une même structure. Donc, pour que ça soit le plus clair possible, on va vous présenter un peu quels sont ces 10 enseignements principaux que nous avons tirés de nos travaux. Et ensuite, on va l'accompagner avec quelques exemples pour essayer de le rendre concret. Alors, la toute première question qu'on pourrait se poser, c'est de dire de quoi on parle lorsqu'on parle de sobriété. Il y a plusieurs définitions. Celle que nous avons retenue, c'est celle du GIEC qui s'affiche ici. Je ne vais pas vous la relire puisqu'il fait 2 lignes. En revanche, j'aimerais attirer l'attention sur 4 points qu'on peut identifier dans cette définition. La première, c'est que la sobriété, elle permet d'éviter la demande initiale. L'ADEME, de son côté, dans sa définition, elle parle de questionner nos besoins. La deuxième, c'est que la sobriété, elle concerne toutes les ressources consommées, donc que ce soit en énergie, en matériaux, en terre, en foncier ou en eau.
La troisième, c'est que l'acte qui satisfaire les besoins fondamentaux de tous les êtres humains est légitime et nécessaire. Mais en même temps, elle nous rappelle que nous sommes confrontés aux limites planétaires. Et donc, cette définition de la sobriété, elle est très bien illustrée par la théorie du donut de Kate Raworth, où on voit bien donc, que ces seuils sociaux et ces limites planétaires. Alors, il est facile de voir la différence entre sobriété et circularité, qui, elle va limiter la consommation de ressources en passant des processus linéaires de fabrication et de consommation à des processus circulaires. En revanche, la distinction entre sobriété et efficacité, elle est parfois plus ténue. Euh, L'efficacité, elle suppose souvent, enfin, elle suppose une optimisation technique ou organisationnelle qui va nous permettre de fournir un certain service ou produit. Alors que la sobriété, elle suppose une revue des besoins auxquels ce produit ou service répond et implique une volonté humaine. Euh, un corollaire de ce qu'on vient de voir, c'est que la sobriété a une grande force, c'est elle est dédouanée d'un effet rebond qu'on peut trouver dans l'efficacité ou dans la circularité. Alors, la sobriété, en revanche, il ne faudrait pas qu'on la voie uniquement comme consommer moins, ce qu'on pourrait appeler une sorte de sobriété des volumes. Mais on peut la définir de façon plus large comme consommer autrement. Et on voit qu'on peut la classer en différentes catégories. Je ne vais pas beaucoup m'étaler parce qu'on les verra un peu plus en détail dans les présentations après, donc ces exemples de formes de sobriété. On peut passer au slide suivant. La question qu'on pourrait se poser très rapidement également, c'est mais pourquoi les entreprises, elles s'intéresseraient à la sobriété alors que leur objectif est souvent un objectif de croissance et donc du coup d'augmentation d'offres et des volumes. Alors, ce qu'on voit, c'est que souvent les raisons pour lesquelles une entreprise s'intéresse à la question de la sobriété est pour des questions contextuelles, comme, comme Karine nous l'a expliqué en introduction. Euh, Toutefois, lorsqu'on voit un peu plus loin, on se rend compte que les entreprises, elles trouvent leur intérêt à intégrer la sobriété dans leur stratégie, que ce soit pour deux raisons. L'une, pour mitiger des risques, ou l'autre, parce que c'est une occasion de faire émerger des nouvelles offres. Alors, donc, on voit ici quelques exemples des raisons pour lesquelles une entreprise pourrait s'intéresser à la sobriété. Donc, ça peut être pour des raisons réglementaires, des réductions de coûts, réputationnelles, d'innovation ou des responsabilités sociétales. Et ce qu'on voit dans ces exemples qu'on montre ici, c'est qu'on passe donc de cette notion donc contextuelle, d'un contexte très précis lié à une particularité du marché, à des raisons qui sont plus proches à cette recherche d'un intérêt pour le business model de l'entreprise. Donc, dans les exemples de Veolia, pour continuer dans celui après celui des énergéticiens que Karine a évoqué, on observe bon, bah, que c'est encore un échange avec un client qui va permettre donc de s'engager dans une démarche sobre. Ou dans les cas de Schneider ou de Mobilize, du groupe Renault, on observe que c'est ce besoin de pouvoir innover pour proposer des formes de consommation qu'une partie de la population souhaite. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. La troisième question à laquelle on s'est attaqué, c'est bête et méchamment de dire, bon, bah, puisque les entreprises elles ont un intérêt à travailler sur la sobriété, comment s'y prendre? Donc, on a essayé de définir une méthodologie, on n'a pas réinventé la roue. Donc, ça passe par un diagnostic. Et en travaillant sur ces diagnostics, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises font déjà des actions de sobriété alors qu'elles s'en aperçoivent elles-mêmes pas. Et il est important d'identifier ces actions de sobriété que parfois on ne nomme pas parce que c'est un premier pas. Ensuite, la deuxième étape, bon, bah, fixer des objectifs. En ce faisant, on s'est rendu compte qu'il était important de distinguer la sobriété interne, donc celle qui va porter sur les opérations propres à l'entreprise, de la sobriété externe, donc celle qui va porter sur les offres qu'une entreprise elle va faire. Donc pareil, je ne vais pas m'étaler parce que Catherine vous l'expliquera beaucoup mieux dans quelques minutes. Et la troisième étape, donc bien entendu, il s'agit de mesurer. On ne peut pas avancer si on n'a pas de mesures, si on n'a pas d'indicatif. Et en faisant cette mesure, on s'est rendu compte qu'il était important de prendre en compte toutes les dimensions de l'entreprise parce que la sobriété, elle va s'attaquer à son business model. Donc, certes, il va y falloir des indicateurs qui portent sur la performance environnementale que cette sobriété elle peut apporter.
Des indicateurs qui vont aussi s'attaquer à la performance opérationnelle, donc qui vont traiter comment les façons de opérer dans une entreprise changent et est-ce que ce changement il est positif, est-ce qu'il apporte une résilience dans la plupart des cas. Et finalement, il ne faut pas oublier la performance commerciale. Donc finalement, puisqu'on parle des questions de réduction de la consommation, bon, ben, il est important de savoir comment une entreprise elle va pouvoir s'adapter dans un mode dans un mode de business qui ne repose pas que sur le volume. Donc voilà, vous avez encore ici un exemple de Michelin qui est très intéressant sur une analyse qu'ils avaient menée sur leur business model. Mais je ne vais pas m'étaler parce que le temps il court et je vais passer la parole à Catherine qui va vous détailler beaucoup mieux ce que j'ai expliqué. Merci Merci. beaucoup, Marcos. Merci Marcos. Alors mieux, je sais pas, mais en tout cas, on va essayer d'aller sur cette partie modèle d'affaires. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans le chat, il y a déjà une question sur le sujet. Donc, quand on a commencé entre nous à évoquer la sobriété, on s'est dit qu'il y avait deux parties. Il y a la sobriété interne, ce qu'on appelle comment l'entreprise réfléchit sur ses modes de production, ses modes de consommation elle-même pour finalement être aussi exemplaire. Hein. C'est pas juste quelque chose qu'on doit appliquer à nos clients, par exemple. Donc, cette sobriété interne est essentielle pour cette exemplarité. Donc, c'est l'idée là de regarder comment on peut modifier nos propres façons de faire, nos propres politiques internes en matière de déplacement, politique mobilière, etc., etc., nos consommations d'eau, d'énergie, notre génération de déchets, en fait, et comment on peut toucher tout ça. Et donc, on a des exemples là qui sont donnés, qui sont pas forcément mises en œuvre globalement, mais en tout cas des choses qui arrivent avec comme ce crédit mobilité en fait, qui est c'est une politique qui vient du gouvernement pour pousser à réfléchir sur comment on utilise les véhicules de fonction et aider les salariés à se défaire de ça dans un cadre possible ou à changer vers un véhicule qui a une alimentation différente. Donc on voit qu'il y a des petites touches comme ça qui sont en train de se faire pour identifier nos propres processus internes et voir comment on applique cette sobriété à nous-mêmes. De même, il y a une expérience intéressante d'EDF qui vise à travailler sur cette dotation de vêtements de travail, une dotation annuelle, où on passe d'un effet dotation annuelle de X vêtements de travail à un usage. Donc, on n'est plus dans la possession, mais on est dans l'usage. Donc, ça, c'est des nouveaux modèles d'affaires qu'on voit appliquer aussi à d'autres choses. C'est les véhicules en partage, c'est des choses comme ça. Donc, c'est comment on fait cette transformation pour, au bout du bout, finalement, réduire en quelque sorte notre empreinte matière en général. Voilà. Donc, ces actions de sobriété, en fait, elles s'intègrent dans un cadre sur lequel on travaille déjà actuellement pour certains d'entre nous et où on veut aller plus loin. Donc, cette efficacité en termes de ressources, d'énergie, d'eau, par exemple, en termes d'utilisation, de consommation. Comment on fait de l'anti-gaspillage en réduisant de façon volontaire le chauffage, par exemple. La sobriété hydrique, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça a été cité, où on peut avoir des collectivités qui demandent elles-mêmes à réduire. Voilà, donc on est sur ces aspects-là. Et à chaque fois qu'on qui vont vous permettre de retrouver cette méthodologie et comment travailler tout ça. Donc voilà pour cette sobriété interne, qui est un point. Slide suivant, où là, on est plus sur réellement questionner nos modèles d'affaires. Et là, clairement, c'est compliqué, c'est complexe. Je voyais une question dans le chat qui disait, bah oui, mais ces modèles d'affaires, en fait, surtout pour des entreprises comme les vôtres, où on a un objectif de profitabilité, de rentabilité, de rémunérer aussi des actionnaires, des investisseurs, tout ça,
ça rentre dans un cadre beaucoup plus contraignant et complexe. Et effectivement, on n'a pas de réponse encore, mais là, on essaye de proposer quelques clés pour aller de l'avant et faire changer de l'intérieur tout ça. Donc, des business models plus sobres, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut vraiment repenser les choses, repenser tous nos modes de production, peu importe ce qu'on produit ou ce qu'on délivre comme service, repenser tout ça pour avoir beaucoup plus de conception, d'éco-conception, de conception circulaire, savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important, est-ce que le nouveau produit qu'on va mettre sur le marché est réellement un plus ou pas, ou est-ce qu'il ne faut pas refuser ce premier R des 10 R, finalement ce genre de choses. Donc c'est ça aussi, c'est questionner de façon profonde nos modèles d'affaires et avancer de cette façon-là avec donc refuser, repenser, réduire. Voilà, c'est vraiment tout ça. Pour arriver à des choses qui soient plus, on passe de la propriété à l'usage, donc ça c'est un peu classique, je dirais, puisque ça on a déjà des exemples. C'est passer à des modèles de location, par exemple, là vous avez un exemple de Decathlon, des modèles de réparation également, alors on pourrait citer Decathlon mais d'autres entreprises sur le sujet, ou des renoncements, clairement des renoncements. On a l'exemple de Mustela pour les lingettes jetables et qui, par ailleurs, nous embêtait bien quand elles arrivaient en station de traitement des effluents. Mais en tout cas, voilà, renoncer à des productions, renoncer à des services que l'on propose. J'ai aussi en tête une agence de voyage qui s'appelle Evaneos qui, elle, a renoncé à vendre des voyages type tourisme de masse dans certains endroits où des îles, par exemple, où les capacités sont limitées et finalement l'afflux de touristes fait beaucoup plus d'impact négatif que positif. Et ça, c'est renoncement, donc c'est repenser ces modèles d'affaires, de production, de consommation. C'est ça vraiment la partie refusée. Ce qui est très compliqué à mettre en œuvre, je vous l'accorde, peu importe l'entreprise, je pense, mais qui est très compliqué à mettre en œuvre et qui est réellement contradictoire avec les injonctions qu'on a aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il faut le faire. Ensuite, slide suivante. Donc, ces nouveaux modèles d'affaires, en fait, il faut qu'on puisse se poser la question de quelle valeur on crée, en fait. Et quelle valeur on crée en ayant en tête et en arrière-pensée le donut dont on a parlé tout à l'heure, les limites planétaires, parce que les impacts sont là aussi, donc les impacts environnementaux, les impacts sociétaux. Donc, il faut repenser cette création de valeur et la création de valeur, elle est beaucoup plus multifactorielle que simplement voir une profitabilité basée sur une valeur économique, financière. Et donc, il faut arriver à intégrer la valeur environnementale, la valeur sociétale dans le cadre de ces nouveaux business models. Donc, ça bouscule plein de choses, j'en ai bien conscience. Ça bouscule aussi les modes de comptabilité dans lesquels on est inséré aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est pas facile et c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder ce qu'on a fait parce que ça permet de se poser des questions et de commencer à poser les choses. Donc, se poser des questions sur cette valeur concrète, sur la valeur qu'on arrive à capter, sur la valeur qu'on arrive à distribuer sur la chaîne de valeur. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut repenser et qu'il faut repenser dans un esprit plus large que les frontières de notre propre entreprise, en fait. C'est quelque chose qui se pense en coopération avec à la fois la partie client et à la fois la partie fournisseur, par exemple, donc en intégrant une chaîne de valeur pour mieux caler les choses parce que ça va faire intervenir des actions d'éco-conception, ça va faire intervenir des actions de sourcing différentes, d'achats différents, ça va faire intervenir des façons de compter la performance différemment. Marcos a parlé du volume tout à l'heure, du volume, donc le volume versus autre chose en termes de performance. Nous, c'est ce qu'on voit venir avec des contrats liés à la sobriété où moins on va consommer d'eau et mieux ça va être perçu, sachant que ça heurte là, du coup, le modèle d'affaires classique.
Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment penser au fur et à mesure et sur lesquelles il est bon d'avoir des pilotes internes. Voilà, et donc là, encore une fois, vous avez dans les livrables une méthodologie pour aller pas à pas vers ces réflexions-là. Voilà pour ma part. Merci Catherine. Alors, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je suis Marie Rousselot d'Enerdata et j'enchaîne sur la consultation des parties prenantes. Comment impliquer les parties prenantes? Donc, comme l'a évoqué Catherine dans sa partie, parler sobriété en entreprise, ça peut soulever des questions parfois un peu délicates de réduction de la marge, peut-être de changer les modes de consommation pour les consommateurs et plus largement de transformation de chaîne de valeur. Donc, c'est précisément pour ces raisons qu'une entreprise seule ou qu'un service seul dans une entreprise ne peut pas porter ces questions et que la concertation et l'implication des parties prenantes devient un incontournable. Donc, il s'agit d'impliquer les parties prenantes internes, bien évidemment, la direction, les business units, la finance, les collaborateurs, etc., mais aussi en dehors de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, les ONG, les collectivités locales, etc. Parce qu'il y a réellement besoin de construire de nouveaux compromis entre des acteurs qui ont parfois quand même des intérêts divergents. Donc, pourquoi ce dialogue avec les parties prenantes est important pour l'entreprise? Quel intérêt elle y trouve? Déjà, il y a une démarche d'innovation, puisque quand on est dans une démarche un peu d'intelligence collective, on peut faire émerger différentes idées entre les différents partenaires qu'on n'aurait pas imaginé seuls. Ça permet également, en partageant chacun ses contraintes et ses leviers, de réfléchir et de sécuriser l'idée qu'on a eue, l'innovation qu'on a eue, avec une démarche de petits pas et de réduire les risques et d'avancer en ce sens. Et enfin, ça permet aussi de faire durer, parce que ce n'est pas tout d'avoir une idée innovante et de la mettre en œuvre, de la tester, mais il faut qu'elle dure dans la durée. Désolée pour cette redondance. Et évidemment, quand on implique les parties prenantes et qu'on suscite leur adhésion dès le début du projet, eh bien, on a plus de chances que ça fonctionne dans la durée. Alors, comment peut-on faire? Donc, dans le projet du cercle sobriété, on s'est inspiré d'approches innovantes qui sont déjà mises en œuvre de dialogue avec les parties prenantes sur des ressources qui sont déjà en tension, et le fascicule sur le livrable WP2 propose de les revisiter à l'aune de la sobriété. Donc, on peut citer notamment la Convention des entreprises pour le climat qui favorise le dialogue entre pairs, les ateliers du futur, l'approche par les modes de vie, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici, mais vous trouverez tout sur le site web d'Enerdata. Et parmi les exemples inspirants, là c'est pareil, on en a mis un certain nombre, mais on peut citer River Simple, qui est un constructeur d'automobiles au Royaume-Uni, hydrogène, et qui a choisi d'ouvrir sa gouvernance. Donc, dans le board, on a 6 gardiens. Chaque personne représente les intérêts d'une des parties prenantes, que ce soit les clients, l'environnement, donc entendre parler à la nature, les communautés locales et les investisseurs, etc. Donc, l'idée, vous l'avez compris, c'est que dans la prise de décision de l'entreprise, on recherche un compromis entre les intérêts des différentes parties prenantes au lieu de favoriser l'intérêt de l'entreprise uniquement. Plus proche de nous et au sein du cercle sobriété, EDF a mis à une grande culture en fait de consultation de ses parties prenantes, que ce soit en interne avec l'implication régulière des équipes de salariés sur des défis internes de réduction de consommation des ressources sur leur lieu de travail, donc une masse salariale très importante qui est ici impliquée, et plus largement avec des clients. Il y a une communauté de clients assez historique, on va dire, et qui est impliquée dans des défis également de réduction des consommations d'électricité par des incitations économiques et des outils d'accompagnement, des applis sur les téléphones notamment. Et ça a donné d'excellents résultats, baisse de consommation de 10% de consommation pour les personnes qui ont participé à ces défis pendant la crise énergétique, en moyenne. Total Energy a également une culture de dialogue avec ses parties prenantes à l'échelle des territoires, dans ce qu'on appelle des think tanks régionaux. Et depuis 2024, en fait, dans les sessions de dialogue, la sobriété apparaît vraiment en clair et est un sujet en soi. Je n'ai pas le temps de parler des autres.
Donc, les expériences qu'on a citées ici montrent que la sobriété devient possible dès qu'on réunit les parties prenantes autour d'un même sujet de discussion. Alors, bien évidemment, si c'était facile, on le saurait. Il y a un certain nombre d'obstacles qui subsistent. Les premiers qu'on rencontre sont d'ordre culturel et organisationnel. Donc, c'est pour ça que dans l'entreprise, c'est important d'aborder la sobriété comme un véritable projet d'innovation et en corollaire d'accompagnement du changement. Il y a un enjeu à court terme qui est déjà d'intégrer la sobriété dans le fonctionnement opérationnel de l'entreprise et de rendre ces innovations de sobriété cohérentes avec des objectifs stratégiques, par exemple, des objectifs de profitabilité, vérifier que ceux-ci ne rentrent pas en concurrence ou en tout cas en contradiction avec l'image de marque que l'on veut donner. Et puis, il y a un enjeu plus long terme où il s'agit d'intégrer la sobriété dans la stratégie de l'entreprise. Donc, dans le contexte de tension des ressources qu'on connaît et d'instabilité géopolitique qu'on connaît, la sobriété, c'est vraiment un levier de résilience de l'entreprise. Donc, pour lever ces leviers culturels et organisationnels, ces freins, on a identifié des leviers. Donc, plus largement, le tableau ci-dessous repart d'une littérature abondante, assez abondante, on va dire, sur le sujet, et nous l'avons complété avec des exemples de la littérature et d'entretiens qu'on a pu mener au cours du projet. Donc, pour lever des freins culturels et cognitifs, par exemple, pour accompagner le changement auprès des clients, il y a des entreprises qui impliquent les clients dès la conception du produit pour justement susciter l'adhésion. C'est le cas des pro-users, chez River Simple notamment. Dans les freins organisationnels, il s'agit peut-être d'inventer de nouveaux indicateurs de performance qui ont des dimensions socio-environnementales pour mettre en évidence les coûts ou les bénéfices de cet ordre-là, en plus des KPI financiers. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas d'autres freins d'ordre réglementaire, financier ou d'accès à l'information. Je n'ai pas le temps de les détailler ici. Mais comme il y avait une question sur l'effet rebond dans le chat, évidemment, c'est identifié, c'est un des gros problèmes de la sobriété. Comment éviter les effets rebonds? Donc, on est sur un problème d'accès à l'information. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui utilisent des systèmes d'information en temps réel ou en temps court, on va dire, notamment Veolia, qui met des kits hydroéconomes à disposition des ménages pour qu'ils vérifient leur consommation, ou par des applis sur téléphone pour EDF, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, lever ces freins permet à terme d'intégrer la sobriété dans le pilotage stratégique de l'entreprise et d'aller un peu plus loin que des innovations au sein de l'entreprise. Un autre grand enseignement de ce projet, c'est que finalement, la sobriété s'apprend par l'action. Parce qu'on a de nombreuses entreprises qui hésitent, qui attendent des règles du jeu plus claires, et qui surtout ne veulent pas être les premiers à bouger de peur de se faire manger par la concurrence. Et donc, pour sortir de ça, les expérimentations collectives jouent vraiment un rôle clé. Donc, je cite ici le projet danois Kalundborg, qui est plutôt d'ordre économie de la circularité, écologie industrielle, mais c'est un projet, on va dire, un peu ancien et historique, et en plus qui se passe en France, où les déchets des uns deviennent une valeur sous forme de chaleur pour les autres. Voilà, vous trouverez plus de détails dans le rapport. Et au sein du cercle sobriété, avec le soutien de PE, on a pu lancer deux projets. Un projet pilote de Repair Café à Paris-La Défense, qui est porté par EDF et Total Energy, mais ouvert à l'ensemble des entreprises basées à Paris-La Défense. Donc là, il faut aussi raisonner en termes de nombre de salariés touchés par ces réflexions autour de l'allongement de la durée de vie des équipements. Et puis, une initiative vêtements de travail par EDF et SNCF qui vise à utiliser la filière locale française, lin, pour produire des vêtements de travail et ainsi raccourcir la chaîne logistique et diminuer l'impact RSE. Donc, le point commun de toutes ces initiatives, c'est qu'elles permettent d'avoir un espace où on peut tester, apprendre, ajuster et progresser ensemble. Donc, c'est vraiment un point où on voit que la sobriété, là, se construit collectivement en associant les parties prenantes, en expérimentant et sur des territoires donnés. Donc, en conclusion tu peux passer. En conclusion du projet de la saison 1,
On comprend que la sobriété, sur ce moment, on va dire, est souvent présentée comme une contrainte ou une démarche de réduction. Et pourtant, on a vu que c'était un véritable levier d'innovation, de résilience et que ça pouvait être un levier de création de valeur. D'ailleurs, il y a de nombreuses démarches qui existent déjà et qui vont dans cette logique et qui ne se réclament pas du tout de la sobriété. On a vu des démarches d'économie circulaire, de résilience matière, d'excellence industrielle, etc. Donc l'idée ici, c'est pas du tout d'imposer ou d'étiqueter un mot sobriété, mais c'est vraiment de garder en tête ce vers quoi on veut aller. Donc finalement, la question maintenant, c'est plus comment on souhaite être sobre, une entreprise souhaite être sobre, mais comment construire de nouveaux modèles économiques, à quel compromis collectif on est prêt à adhérer, quelles expérimentations est-ce que l'entreprise souhaite mener, avec qui, et ça répond aussi partiellement à une question dans le chat qui disait que la sobriété structurelle était fortement conditionnée par des politiques publiques qui étaient inexistantes. Une des questions peut-être, sur quelles conditions de succès qui sont actuellement absentes, les entreprises sont-elles prêtes à se mobiliser pour les faire évoluer? Donc, je finis avant de céder la parole à Simon qui vous présentera l'objet de la saison 2 en vous disant que vous pouvez accéder à l'ensemble des livrables qui ont été cités dans la présentation sur le site d'Enerdata. On vous mettra le lien dans le chat, mais également vous avez un hyperlien dans cette présentation sobriété en entreprise, intégrer la sobriété au modèle d'affaires que vous recevrez. Et là, vous pouvez trouver le glossaire qui permet de décoder les différents concepts, les livrables méthodologie feuille de route du WP1, le mémento sur l'implication des parties prenantes, un tableau de bord et indicateur, et enfin une synthèse sur l'évolution des modèles d'affaires qui constituait l'objet du WP4. Merci, et à toi, Simon. Merci Marie, merci à tous les intervenants. Alors, je pense que vous avez hâte de passer aux questions-réponses, mais moi, je vais faire un petit message sur notamment un appel à volontaires pour alimenter la saison 2. Voilà, il y a eu beaucoup de matériaux, de cadres et d'outils riches faits pendant la saison 1, mais on pense qu'on peut aller plus loin, plus large aussi, avec d'autres acteurs sur la saison 2. Donc là, c'est un appel à volontaires, soit dans vos organisations, soit dans vos réseaux, si vous savez qu'il y a des personnes, des entités qui sont intéressées, voilà, pour aussi être des leviers pour nous aider à communiquer sur cette saison 2. Cette saison 2, on veut l'axer, donc la première saison, il y a du défrichage, on veut passer un axe sur s'accorder sur les terminologies, des éléments, etc. Et on a démarré des éléments d'action. Là, on veut vraiment accentuer cette approche, passer de la méthode à l'action. Pour ça, on veut vraiment l'axer sur les enjeux des entreprises. C'est pour ça qu'on a nommé la sobriété, levier de réduction des risques et de pérennité et de prospérité. Finalement, il y a deux axes derrière ça. Il y a réduction des risques, levier d'atténuation des risques et de résilience des entreprises, comment réduire ses expositions sur la tension sur les ressources, maîtriser les usages énergétiques, maîtriser les nouveaux usages, que ce soit en termes environnementaux ou même financiers, notamment via l'IA. On voit que ça commence à pas mal émerger. Ces notions de sobriété, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites en tant que levier de résilience des entreprises. Et le second axe, donc, c'est plutôt un levier d'innovation et de création de valeur. Comment, ça a déjà été abordé dans la saison 1, mais on veut aller plus loin sur comment être des nouveaux modèles de proposition de valeur, de services et d'usage, des facteurs de différenciation des entreprises. On veut aussi avoir cette approche positive de la sobriété, qui des fois est perçue négativement. Donc, comment, au sein des entreprises, valoriser les contributions positives de la sobriété. Des fois, on l'a entendu, elles sont faites, mais sans que ça soit forcément connu. Comment mesurer et piloter ces impacts, et puis comment assurer l'alignement dans toutes les strates au sein d'une entreprise, au sein du niveau COMEX, au management intermédiaire, par exemple, qu'il n'y ait pas d'injonction contradictoire, ou avec des parties prenantes externes. Voilà, on veut vraiment essayer d'adresser tout ça de manière très concrète pour les entreprises. Donc, ancré dans les jeux métiers, ici, maintenant, dans la saison 2, l'objectif, c'est de dire que la sobriété, c'est un outil au service des enjeux business des entreprises et pas une fin en soi. Donc, on veut être dans une démarche ascendante, c'est-à-dire vraiment capter, prendre toutes les entreprises de la saison 2, démarrer sur bien écouter tous les besoins, les points de douleur et à partir de là, en chaussant les lunettes de sobriété, voir comment on peut les adresser. Donc vraiment ancré aussi sur une logique de passer à l'action et de faire émerger tous ces bénéfices et aussi faire travailler en commun les entreprises sur des projets collectifs.
de manière assez pratico-pratique. Donc, la méthode, on pourra vous la préciser, mais voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est partir des besoins des entreprises, identifier les leviers qui pourraient s'y raccrocher, avoir une approche assez cartésienne, prioriser, quantifier et qui rentre vraiment dans les pratiques des entreprises, et puis passer à l'action. En pratique, on voudrait avoir des grandes entreprises, mais aussi des ETI. On pense que mélanger les points de vue des différentes tailles d'entreprise, des enjeux et des manières de faire différentes, croiser les regards, c'est important. Avoir une animation qu'on veut continuer sur le modèle de la saison 1, qui était une animation Inardata et EPE. Et donc, ça serait pour une durée de 10 mois, de septembre 2026 à juin 2027. Très concrètement, les prochaines étapes, ce serait une première réunion de lancement en septembre pour définir les priorités, ces fameux points qu'on veut adresser collectivement. Et pour ça, on aura besoin de réponses de principe d'entreprise ou d'organisation volontaire d'ici le 27 juillet pour pouvoir un peu préparer tout ça. Si vous voulez en savoir plus, on a une documentation sur la méthodologie beaucoup plus détaillée et sur les propositions qu'on voudrait mettre en œuvre dans cette saison 2. Donc, n'hésitez pas à la demander. Il y a mon mail ou mail de personnes d'Enardata ou d'EPE qui sont adhérentes à la démarche. On sera ravis de vous les transmettre. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter par retour de mail pour stimuler votre intérêt. Et si on veut aller plus loin, on a prévu 2 sessions pour en discuter. Donc là, si tu passes à la slide d'après. Donc, le 17 juillet à 16h et le 24 juillet à 16h, on vous propose 2 créneaux sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a un lien. Et voilà. Et nous, on serait ravis d'échanger avec les organisations et les entreprises qui voudraient en savoir plus pour vraiment inscrire cette dynamique dans la durée et aller plus loin. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Merci. Il faut respirer un peu, 2 secondes aussi. Du coup, merci à tous les intervenants. Alors, on a mis déjà quelques éléments dans le chat, dont l'accès à la page web où il y a tous les documents méthodologiques qui ont été évoqués. Et j'ai mis le lien aussi avec les 2 réunions évoquées là, tout à l'heure. On a mis Pascal et Karine conclusion. Avant, on peut peut-être déjà commencer à répondre à 2-3 questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas encore répondu. Je pense qu'on a répondu à plusieurs questions. Il y en a auxquelles on n'a pas les réponses. Ça serait dommage d'avoir répondu à tout. Je crois que c'est pas mal l'esprit du cercle sobriété que de dire on avance, on partage ce qu'on fait, mais on continue à avancer. Donc là, il y a une question qui était posée sur mais il se passe des choses dans les grandes entreprises, c'est dommage qu'on ne le sache pas. Voilà, il y a aussi le piège dans l'autre sens, c'est dès qu'on fait quelque chose, le dire et que le grand public dise oui, mais c'est du greenwashing. Donc il y a cet équilibre à trouver. Alors, ce n'est pas le rôle du cercle sobriété que de communiquer, mais c'est d'expérimenter, partager. Et je crois qu'il y a ce souci dans tous les membres du cercle de vraiment avancer, pouvoir communiquer ensuite, entraîner d'autres entreprises, pas nécessairement viser le grand public d'abord. Si je peux me permettre, Pascal, pour répondre aussi à cette question, je pense qu'il y a 2 parties. Il y a effectivement les grandes entreprises qui essayent de faire des choses, mais qui sont dans un cadre hyper contraint, on l'a dit, hein, par rapport à leurs actionnaires et autres, et un mode de pensée, voilà, classique, je dirais, aujourd'hui. Mais il y a aussi, quand on parle de grand public, moi, je vois des choses qui se passent sur les territoires, comme les outils IoTech, des villes qui mettent en place ce genre de choses. C'est comme une bibliothèque, hein, mais avec des outils où vous n'allez plus avoir votre perceuse chez vous, mais vous allez l'emprunter pour un usage en particulier. Donc ça se met en place. Il y a des villes qui mettent ça en place et ça, c'est directement en lien avec les personnes, avec les gens, avec nous sur les territoires. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui est dans le même état d'esprit que ce qu'on est en train de travailler là. Voilà, donc je voulais rééquilibrer un peu. C'est sûr que c'est pas le mainstream, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a aussi ce genre de choses sur les territoires avec le grand public qui en fait partie. L'ADEME a dit pas mal de travaux aussi dans les régions, etc., à ce sujet. Moi, je voulais réagir à une question qui était posée par Vincent sur le rôle de l'État, des pouvoirs publics. Il y a eu un élément de réponse d'ailleurs qui a été abordé
Marie en parlait parce que alors nous, on travaille, nous, Enerdata, pas mal avec les gouvernements, Commission européenne, etc. Globalement, il n'y a pas grand monde qui demande des scénarios dans lesquels ou des trajectoires dans lesquelles on fait beaucoup de place à la sobriété. Je ne vais pas vous faire un dessin. D'ailleurs, les entreprises ne demandent pas énormément ça non plus. Voilà. Et cependant, petit à petit, il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, c'est plus au niveau de collectivité territoriale ou de région, je dirais, qu'au niveau national, ou promouvoir la réduction des consommations et des consommations de matière et d'énergie, etc. N'est pas. Voilà, il y a la crainte que tout de suite, tout cet élément de l'écologie punitive, etc., revienne. Donc, assez prudent là-dessus. Nous, on a travaillé sur des scénarios qui ne sont pas du tout des scénarios de décroissance dans l'absolu, mais dans lesquels on va regarder l'impact que peut avoir la réduction du nombre de kilomètres passagers, des points très précis. Et ça commence à venir. Bon, il y a évidemment en France Négawatt qui promeut et fait des travaux très fins là-dessus. Et nous, on le fait à niveau international. Voilà. Cependant, les politiques publiques aujourd'hui ne prennent pas ce sujet bras le corps, ce qui pose un problème vis-à-vis des entreprises, parce que les entreprises elles-mêmes disent, bah oui, à la limite, nous, on veut bien, à partir du moment où on ne perd pas de la compétitivité. Donc, le risque est de dire qu'une entreprise dise, bah, moi, si je le fais et que l'autre ne le fait pas, ça ne va pas être plus rentable tout de suite, donc je vais me faire avoir. Donc, il y a cette crainte-là, d'où les initiatives un peu interentreprises qu'on essaie de promouvoir en disant une entreprise seule, peut-être pas, mais quand on rajoute, en plus, quand on parle des entreprises qu'on évoque là, ça fait vite des centaines de milliers de personnes et des actions. Donc, il y a moyen de faire des choses qui deviennent collectives sans attendre que ce soit normalisé, standardisé au niveau étatique notamment, ou au niveau européen, parce que très vite, ce n'est pas tellement la question de la France, ça devient vite la question de l'Union européenne. Cependant, on essaye aussi de travailler, donc nous, on est en contact avec des ONG qui travaillent notamment au niveau de la Commission européenne et qui se demandent et qui nous demandent comment il pourrait y avoir des plaidoyers pour faire en sorte que l'atteinte aux ressources, quand on parle encore une fois de toutes les ressources, puisse être pris en compte et que les lois ou le travail amont se fasse, non pas être dans la punition, mais dans la prévention se fasse. Voilà. Mais là, le contexte du cercle est bien de dire, n'attendons pas que ce soit, c'est un cercle d'entreprise, n'attendons pas que les pouvoirs publics le fassent pour agir. Voilà, Et Catherine qui souhaitait répondre à une question de Cédric à propos des marges de sobriété qui permettent de découpler les revenus des volumes vendus. Oui. Des marges, ouais. Oui, parce que c'est un commentaire que Cédric Jeanneret a fait en disant que ces démarches, ce découplage des modèles d'affaires du volume avec le service rendu existe avec les contrats de performance énergétique, oui. Et d'ailleurs, nous, on essaye de faire la même chose sur l'eau avec, on a un contrat en particulier avec la métropole européenne de Lille, où on a un objectif dans les 10 années à venir, enfin maintenant c'est plus 10, mais c'est 9, puisque le contrat, il a commencé l'année dernière ou l'année d'avant, où on a un objectif de réduction de 10% des volumes d'eau distribués. Donc, ça pose clairement la question centrale du business model, ça pose clairement la question de quelle performance on veut parler. Et je rebondirai sur ce que Pascal a dit, sur le terme de décroissance. Pour moi, c'est pas un gros mot, cette décroissance, mais c'est un autre type de croissance. Et c'est comment on rééquilibre en fait des bénéfices environnementaux, des bénéfices sociétaux versus des bénéfices exclusivement économiques et ou financiers. Donc, en fait, c'est un moyen sur la base de ce qui s'est fait pour des contrats de performance énergétique, parce que ça a été un petit peu les premiers à faire ce genre de choses, d'aller d'étendre sur les différentes ressources et voir comment on peut valoriser en fait des initiatives où on réduit les volumes pour préserver une ressource, et notamment pour notre cas la ressource en eau dans le nord de la France, parce qu'on sait qu'elle est sous stress important d'un point de vue pas forcément que de la quantité, mais de la qualité également. Et puis, je pourrais répondre aussi à une autre question. Il y avait une question sur, toujours Cédric chez Jeanneret, je crois que c'est ça, sur la gestion des actifs et les normes 55001, par exemple, sur les pistes qui peut offrir des pistes intéressantes. Oui, je pense
que oui, j'essaye de l'avoir sous les yeux, mais oui, voilà. Oui, je pense que en fait, toute cette réflexion autour de la sobriété, elle doit avoir en toile de fond aussi les assets en fait. Parce qu'il va falloir qu'on considère nos actifs d'une autre façon. Et donc, la 55001, oui, pour moi, offre des pistes intéressantes, mais ça, c'est peut-être des choses qu'on pourra creuser dans la deuxième, dans la deuxième saison, parce qu'on n'a pas réellement creusé ça. Mais cette certification, comme d'autres certifications, on a la certification 14001 qui vient d'ajouter un peu de biodiversité dans l'ensemble de la partie management environnemental. On a la 50 000 avec la gestion de l'énergie également. Et puis, on va arriver avec des certifications sur l'économie circulaire. Donc, tout ça, ça fait partie de ces cadres qui avancent pour moi dans le bon sens, peut-être pas assez vite, mais qui avancent dans le bon sens pour mieux intégrer la sobriété dans nos réflexions. Et puis peut-être si je peux me permettre le dernier, parce que j'ai vu un truc sur les salaires. Oui. Ouais, parce que je peux apporter une pierre à l'édifice. Après, vous pourrez, d'autres pourront compléter. Mais pour moi, bah oui, forcément, il faut quand on parle de sobriété, ça veut dire qu'on repense nos business models sur les chaînes de valeur. Donc forcément, entre guillemets, le capital humain, au-delà du capital nature, doit être intégré. Et donc, les ratios ou les salaires décents, tous ces travaux-là, doivent être intégrés aussi. Nous, de notre côté, on a une réflexion sur les salaires décents, peu importe où on est sur la planète, parce qu'on opère dans plus de 50 pays. Donc, ça, c'est des réflexions en cours. Voilà. Merci. Merci, Catherine. Tu veux Je peux peut-être compléter pardon, la réponse de Catherine, peut-être juste parce que je vois qu'il est midi et sans doute vous avez faim. N'oubliez pas avant de partir, si vous devez partir, de répondre à la question de Pascal dans le chat. Ça serait c'est très important pour nous et ça nous aiderait à avancer pour la suite. Donc oui, toujours sur cette question de satisfaire les besoins humains pour tous et de redistribuer les ressources existantes pour rester dans les limites planétaires. Comment est-ce que les entreprises se situent par rapport à ça? Donc, vous avez compris que c'était quand même un projet plutôt exploratoire. Et dans le livrable du WP4, qui n'est pas forcément dans la synthèse, je crois, mais dont on peut discuter plus avant à un autre moment, si vous voulez, on a commencé à élaborer un cadre de réflexion méthodologique en mêlant deux cadres existants. Pour ceux qui connaissent, c'est Outcome-Based Business Model. Donc, en fait, c'est les théories qui sous-tendent finalement tous les business models de Product as a Service, c'est-à-dire que la valeur se crée dans l'usage et non plus dans la possession, mais qui donc génèrent des revenus liés aux résultats effectifs, donc la performance, la disponibilité d'un produit, mais qui en soi peuvent être aussi pas vraiment vertueux, parce qu'on pourrait très bien imaginer que Decathlon propose un jeu de tennis en ligne où vous pouvez vous battre, enfin du air tennis, là, je ne sais pas comment expliquer ça, et que tout le monde s'équipe et que finalement, il y a quand même du volume même à ce niveau-là. Donc, on a décidé de lui accoler le Business Model of Enough de Krupfel et Reichel. Donc, peut-être vous connaissez, mais là, l'idée, c'est la valeur créée, c'est la satisfaction du besoin réel. Donc, il y a quand même la question qui se pose sur qu'est-ce qui est un besoin réel et le refus de l'accumulation des profits. Donc, on construit une valeur d'usage raisonnée. On vient mettre un peu de raison dans ce qui sous-tend le product as a service en définissant à l'avance un niveau de performance suffisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des équipements high-tech non plus. Peut-être que du low-tech suffit, lapsus. Et les modèles de revenus associés, ça peut être des revenus plafonnés, abonnement, partage de gains, avec des choix de réinvestissement dans la société, par exemple, ou dans l'innovation, ou même dans les communautés locales. Donc, tout ça, c'est le début d'une réflexion un peu plus large. Mais voilà, ça, c'était le cadre méthodo qu'on a proposé pour faire un outcome-based model of enough. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Merci. Merci. Alors, il y a d'autres questions, mais le risque, c'est qu'on n'arrive pas à clore ou ça, il ne s'agit pas de synthétiser.
Donc, Karine, je ne te vois pas, mais si tu es bien toujours là, Je suis toujours là, bien sûr. euh, je vais te donner la parole pour, voilà, peut-être pour dire à la fin de cette présentation, donc il y avait le point de départ, où est-ce qu'on était en démarrant le cercle et où on est maintenant. Donc, si tu veux, à ta manière, voilà, dire ce que tu en as tiré ou ce que nous en avons tiré collectivement et les questions qui se posent par rapport à la suite. Et aussi, peut-être un petit mot sur parce que le contexte, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais les États s'intéressent à la sobriété surtout quand il y a des crises, quoi. Ça revient. Exactement. Et il se trouve qu'on est de Qu'il y a nouveau plein dans. de crises. Vas-y, je te laisse Non, t'inspirer. mais effectivement, hein, c'est exactement ce que tu disais. Je pense que on est venu au départ sur cette vision, effectivement, que à chaque fois que on parlait de sobriété, c'était vraiment comme un moyen d'atténuation de crise. Et voilà, il s'avère que on est dans ce monde polycrise. Donc, je pense que d'une certaine manière, ça nous permet d'ancrer le sujet de façon peut-être systématique ou systémique. Donc, il faut entre guillemets en profiter, même si évidemment c'est pas forcément très drôle de se dire qu'on est dans ce monde-là. Et puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié, et ça a été dit plusieurs fois, mais je ne sais pas à quel point vous le ressentez de notre présentation, c'est que en fait, dans ce cercle, on expose nos vulnérabilités, en fait. Et je crois que c'est quand même voilà, c'est un moment aussi vraiment fort de coopération, d'humilité et de coopération. Et d'une certaine manière, on bloque, hein, on le voit bien sur un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes effectivement de modèle d'affaires ou réglementaires. Et d'une certaine manière, quand on bloque sur le problème, il faut qu'on élargisse le problème. Et donc, ça nous amène à parler de coopération, à parler de plaidoyer. Et voilà, donc je trouve que plus on est nombreux et plus on fera ce point de bascule et on trouvera des solutions. Donc, venez nombreux. On a besoin de diversité dans les profils et c'est vraiment des moments très joyeux. Voilà. Merci, Karine. Merci. Oui, je crois que c'était un des points qui était ressorti fortement. La chance de pouvoir avoir un lieu comme ça où effectivement, là, on partage tout ce qui est partageable, mais il y a toute une partie des expériences qui revient. Et c'est d'ailleurs un des enjeux on n'a pas détaillé là, dans les annexes des slides. On va renvoyer un lien si ça ne marche pas. Dans les annexes des slides du document, il y a quelques éléments qui montrent comment on veut travailler en saison 2 de manière plus appliquée, comme l'évoquait Simon, et en particulier en bossant sur du codev dans des cas d'entreprise qui supposent cette confiance, accepter de mettre les questions sur la table, mais en toute bienveillance. Donc il y aura ça. Il y a le fait d'être aussi plus dans le soutien à la mise en œuvre dans telle ou telle entreprise, tout en continuant à travailler sur des sujets aussi un peu amont. Parmi les sujets amont, je l'ai mis dans une réponse à une question, il y a la notion d'utilité des offres qui est revenue plusieurs fois. On a fait intervenir là au cours de la saison 1 plusieurs personnalités, dont Stéphane Signoret, qui était là aujourd'hui, sur l'histoire de la sobriété au fil des siècles. Je recommande la lecture de son excellent livre. Et ouais, cette question de l'utilité des offres est revenue plusieurs fois, quoi, en se disant, mais en fait, quand on développe un business, comment se pose-t-on la question de à quoi il sert? Est-ce qu'il est essentiel? Avec évidemment tous les guillemets à mettre autour de ces notions-là, mais comment on écoute les parties prenantes, quelque part, y compris la nature, etc., sur le fait de développer, de lancer une nouvelle offre ou un business. Voilà. Donc, il y a encore de beaux sujets à aborder. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque avant qu'on... Peut-être rapidement sur ceux qui posent des questions sur leur éligibilité ils mettent un intérêt pour participer à la saison 2 sur leur éligibilité. On reviendra vers vous, on échangera avec vous pour clarifier ça bilatéral. Oui, et il y a des réactions par rapport au fait qu'on ne peut pas poster des réponses dans le chat sur les feedbacks qu'on attend. Effectivement, il faut utiliser la fenêtre questions-réponses. Merci. Parce qu'on a... Alors, le lien ne fonctionne pas. C'est ça, Marcos, quand vous cliquez sur le lien PDF des slides, ce qu'on voulait, plutôt que d'attendre 3 jours avant de vous les envoyer. On va les mettre dans le chat.
Oui, mais je l'avais mis dans le chat, mais le lien, probablement, je pense, celui-ci. Donc, si vous attendez quelques secondes, on va peut-être y arriver. Voilà, en tout cas, meublé en disant un petit mot de fin. Merci encore une fois. Nous, on a vécu avec d'autres d'autres partenaires là qu'on n'a pas nommés, mais Christian Couturier qui était là de Solagro, Mission Publique, quoi, en animant ce cercle, une expérience riche, quoi, ouverte et vraiment avec le désir de continuer, que ça devienne une activité récurrente, d'accompagner les acteurs sur ces questions. Et l'état d'esprit des gens qui ont participé était vraiment très, très chouette. Voilà, merci aussi pour toutes ces questions et retours. Ça nous ouvre les pistes pour la saison 2. Et n'hésitez pas, donc à venir, on a ces 2 réunions qui sont des réunions un peu de questions-réponses. On a un doc détaillé qui décrit ce qu'on veut faire. Voilà, l'idée, c'est de démarrer début septembre. Le lien est... Le lien doit marcher. OK, super. Merci Elena Merci. pour l'animation. Bonne journée, bonne continuation. Bon appétit. Bon été sobre à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir. Ouais, il fait très chaud.